Et salut à tous, c'est JP pour Spin Elite. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit questions-réponses. On vous a sollicité sur les réseaux, que ce soit les SE ou les non-SE, pour voir un petit peu vos questions et apporter, dans la mesure du possible, des réponses. Donc voilà, il va y avoir une petite quinzaine de questions aujourd'hui. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. On va se la faire vraiment tranquillement, sachant que j'ai rien préparé, pas de PowerPoint, pas de tableau ni rien. Donc je vais essayer d'être le plus transparent possible, de vous répondre du mieux possible en fonction de mon expérience et de ce que je pense de la situation. Il va y avoir des erreurs. Maintenant, vous pouvez poser vos questions également en commentaire ou en débattre en commentaire si jamais vous avez des questions. Donc n'hésitez pas de ce côté-là. Je vais essayer d'être le plus transparent possible pour toutes les questions qui ont été posées et on va voir ce que ça donne. C'est parti! Première question, comment puis-je organiser mon grind pour réaliser un volume conséquent? Nous devons réaliser 1500 games par mois minimum, soit une moyenne de 50 spins par jour. Dois-je me forcer à jouer 50 spins tous les jours, privilégier certains horaires, jours, fin de semaine, week-end, etc. et ainsi effectuer plus de volume? Autres astuces? Il y a pas mal de questions dans la question. Déjà, visiblement c'est un joueur SE qui a posé la question. Plusieurs points qui sont importants. Déjà, pour moi le point numéro 1 de cette question, c'est qu'à aucun moment, il faut se forcer à grinder 50 games par jour, tous les jours, si on n'a pas envie de grind. Pour moi, c'est le point numéro 1. Déjà, au niveau des joueurs purs SE, je pense que vous l'avez vu, mais si une personne fait 1300 games dans le mois, il va pas être pendu sur la place publique, il y aura pas de souci de ce côté-là. Adri est très flexible et très compréhensif, j'imagine, de ce côté-là. On demande à tout le monde de jouer le jeu, mais à partir du moment où tout le monde joue le jeu, il n'y a pas de souci. Donc, on essaye de faire 1500 games par mois. S'il y a des mois pour X raisons où c'est pas possible, je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. On va essayer de compenser peut-être les mois suivants. Mais sans parler forcément de ça, je pense que ce qui est très important, c'est, entre guillemets, de jouer quand on a envie et de jouer pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que si on est obligé de faire 1500 games par mois, il y a forcément des périodes dans le mois où on va avoir beaucoup plus envie que d'autres périodes. Souvent, ça marche pour moi, mais j'imagine que c'est le cas pour une grande majorité. Plus les journées vont bien se passer, plus on va enchaîner les journées up, etc. Plus on va se diriger vers les tables assez naturellement et assez sans effort, j'ai envie de dire. Quand on va commencer à attaquer des journées perdantes qui se suivent, à prendre quelques tartes, forcément que c'est plus dur d'aller aux tables, ça demande plus d'efforts et donc il faut savoir vraiment pourquoi on grind, trouver des leviers de motivation, mais je pense que les périodes qui sont un peu fast, il faut pas hésiter à en faire un peu plus et à surfer justement sur cette dynamique en termes de résultats, en termes de CEV, en termes de motivation, parce qu'en fait la motivation naturelle elle va venir avec les bons résultats, et les périodes qui sont un peu plus creuses, potentiellement moins se forcer et essayer de faire du hors table, essayer de faire du mental, de voir pourquoi dans cette période ça se passe un peu moins bien. Donc je pense que vous avez votre base pour les SE, par exemple 50 games par jour. Les hors SE, vous pouvez également vous mettre une base, vous dire ok, ce mois-ci j'aimerais bien faire tant de games ou cette année j'aimerais bien faire tant de games. Déjà je pense qu'il faut être assez flexible de ce côté-là. Et ensuite essayer, toujours je pense de grinder pour les bonnes raisons. Pour conclure cette mini question, de mon expérience personnelle, j'ai souvent fait l'inverse, c'est-à-dire que les journées qui se passaient très mal, j'ai envoyé énormément de volume en me disant il faut que je termine up la journée, c'était un peu une obsession. Et les journées qui se passaient très bien, j'avais tendance à prendre mon billet entre guillemets et à partir en milieu de journée en me disant que la journée était déjà bien remplie, que j'avais gagné ce que j'avais à gagner et j'avais un peu peur de redrop justement ce que j'avais gagné. Je pense qu'il faut faire tout l'inverse. Je pense que il y a beaucoup de dynamique dans ce jeu et les périodes qui sont très bonnes, je pense qu'il faut surfer là-dessus et essayer d'envoyer le plus possible. Et les périodes où on est dans le dur, essayer de se rabattre sur d'autres facteurs. Il y a une deuxième question dans cette question, est-ce que je dois ou est-ce que je peux privilégier certains horaires en termes de journée, de fin de semaine, de week-end, etc. pour faire plus de volume dans ces périodes et moins dans d'autres? Je pense que ça va dépendre énormément de la situation de chacun. Si on a un peu le choix du roi, c'est-à-dire qu'on peut jouer quand on veut, effectivement, déjà les premières quinzaines des mois vont être beaucoup plus belles que la dernière quinzaine. C'est évident et c'est le cas quasiment sur toutes les limites. Peut-être qu'en 5 € et moins, ou peut-être 10 € et moins, ça va moins se ressentir, mais sinon ça va être le cas sur les limites. Donc déjà essayer de jouer peut-être un peu plus sur les débuts de mois. Et si on a le choix et qu'au niveau des horaires, on est assez flexible parce qu'on n'a pas de vie de famille, etc. Forcément que les soirées, les nuits, etc., les week-ends vont être des bons horaires à grind. Mais je pense que ça va dépendre vraiment de chacun. Et plus vous allez avancer dans l'expérience, plus vous allez vous connaître, plus je pense ça va être facile pour vous de vous orienter sur tous ces aspects-là. On passe à la question numéro 2. Hello JP, selon toi, est-il plus judicieux de jouer 8 tables en 10 € ou 4-5 tables en 20 €? Merci. Déjà, je pense qu'il y a un petit problème dans la question. C'est-à-dire que si tu es capable de jouer 8 tables en 10, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à jouer 4 tables en 20. Ok, quand on joue une limite plus haute,
notamment quand on la shot, on va peut-être réduire un petit peu son nombre de tables et donc focus encore plus chaque game, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas passer de 8 à 4. En fait, la perte de V va être tellement importante que si tu arrives à être efficace sur 8 tables, je pense qu'il vaut mieux jouer 8 tables en 10 que 4 tables en 20. Mais dans l'idéal, si tu arrives à jouer 8 tables en 10 avec un confort relatif, je pense qu'il faut que tu 6 tables minimum en 20. Donc, je pense qu'il faut tester un maximum. Pour moi, c'est la clé. C'est essayer de tester un maximum de situations, 5 tables, 6 tables, 7 tables, voir un peu comment tu te sens, y revenir, retester, te faire du sample, te faire de l'expérience et au fur et à mesure, tu vas pouvoir en tirer des conclusions. Attention de ne pas tirer des conclusions non plus trop hâtives, mais je pense qu'il y a un trop gros écart entre le 4 tabling en 20 et le 8 tabling en 10. Je pense que ça va dépendre aussi également du field. C'est-à-dire que s'il y a une des deux limites qui est très réguiche, par exemple si la 20 est très réguiche, forcément qu'il y a beaucoup plus de V à aller jouer en 10, surtout si tu peux augmenter ton nombre de tables par rapport à la 20 qui va être plus réguiche. Donc ça, c'est un conseil que je donne aussi à tout le monde, c'est d'essayer d'avoir deux limites. Votre limite haute que vous jouez de manière normale et une limite un peu plus basse qui vous permet quand vous devez absolument grind par exemple, même si j'aime pas trop cette phrase, mais ou quand vous êtes un peu fatigué, en manque d'énergie ou quand c'est trop réguiche, etc. Descendez sur la deuxième limite. Je pense qu'il n'y a pas d'ego à avoir. Souvent en termes de taux horaires, la différence va pas être énorme. Je pense même que si en 20 par exemple c'est réguiche et en 10 les tables sont belles, le taux horaire va être bien meilleur en 10. Donc ouais, flexible de ce côté-là. Il y a un trop gros écart entre 8 et 4, donc à toi un petit peu d'y remédier. Et de toute façon, vous pouvez, il y a un logiciel qui s'appelle SwangSim qui est très simple à utiliser. Vous rentrez votre CEV par limite, nombre de tables, etc. Et vous allez avoir toutes vos réponses. Il y a même maintenant dilevé.io avec Mehdi, c'est une structure qui est française qui propose la même chose que Hyperschool et à l'intérieur de ça, il y a des simulations qui sont possibles où vous avez juste à rentrer justement toutes vos données et vous allez avoir la réponse à vos questions. Donc vous allez avoir des réponses mathématiques pures. L'important c'est de savoir justement quel CEV vous avez sur telle limite et avec combien de tables, mais tout ça se calcule et ouais, c'est assez bien fait et c'est disponible pour tout le monde. On va passer à la question numéro 3 avant de se lancer une session. Quels aspects dois-je préparer pour être prêt au combat? Mental avec des exercices spécifiques, technique avec des travails de range selon la profondeur, utilisation de logiciels, travail sur les sizing, comment bien s'y prendre, etc., etc. Question complexe pour moi, déjà parce que j'ai pas forcément les compétences nécessaires pour y répondre. Je vais essayer d'y répondre le plus logique possible en fonction de ce que je pense. Déjà, je pense que c'est spécifique à chacun. C'est-à-dire que chacun va avoir des préparations différentes. Personnellement, moi, j'en ai pas. C'est-à-dire que je sors de la douche le matin, hop, et je lance mes tables directement. C'est pas forcément du tout optimal. Il y en a qui vont faire un travail avant. Je pense que ça dépend également aussi de comment on se sent à l'instant T. Si on est sûr de nous, par exemple, au niveau du pré-flop, si on a des hésitations, je pense que ça peut être top de se faire, pas longtemps, mais 5-10 minutes de trainer sur le pré-flop pour arriver avec plus de certitude, pour déjà essayer d'éveiller un petit peu l'esprit et arriver sur les tables directement frais et concernés dès la première minute. Souvent, si vous attaquez vos sessions, vous pouvez suivre sur PT4 un petit peu pour ceux qui l'ont, ou même N2Note, etc., vos courbes de la journée. Donc, en fonction de votre courbe, vous pouvez voir un petit peu vos tendances. C'est-à-dire que si tous les jours, vous observez que vous attaquez vos journées de façon pas optimale avec un CEV négatif, etc., peut-être qu'il y a un problème dans vos débuts de session. Si au contraire, à la fin, souvent ça plonge au niveau des graphes en fin de journée, peut-être que vous jouez trop longtemps et qu'au bout d'un moment, vous faites pas assez de pauses et vous fatiguez. Donc déjà, essayez, même si j'encourage vraiment personne à regarder son CEV tous les jours, je pense que c'est une grosse erreur, mais je pense que ça peut servir pendant une période pour observer un petit peu vos tendances et voir justement comment vous attaquez vos journées, comment vous finissez vos journées, est-ce que vous avez des creux pendant vos sessions, etc. Donc si par exemple en début de session ça se passe très souvent pas bien, il va falloir faire un petit travail ou mental ou technique pour arriver vraiment fin prêt dès le début. Donc en termes de travail pur par rapport à la question que tu m'as posée, je pense que les ranges et le pré-flop sont vraiment cohérents en début de session. J'irai pas travailler sur les sizing et faire trop de technique juste avant d'attaquer la session parce que je pense que ça peut un petit peu perturber tout ça. Voilà un peu comment je vois la situation. Question numéro 4. Sur les rooms sans tracker, il est difficile de prendre des notes rapides et efficaces. Avez-vous des astuces dans ce sens, des idées de raccourcis dans la prise de notes, voire un possible tag et couleur spécifique sur le logiciel pour mieux adapter son jeu par la suite? C'est une très bonne question et je pense qu'elle est très utile. Elle a été posée plusieurs fois. On a coupé certaines questions qui se recoupent un peu trop. Déjà, on peut prendre l'exemple de Unibet où il n'était pas possible avant de taguer et de prendre des notes. Ça vient d'être fait, mais c'est pas encore optimal. On voit qu'il y a des joueurs qui ont du mal à prendre des notes in-game, surtout quand on a beaucoup de tables. Sur les autres rooms, il y a potentiellement moins de problèmes. Une room comme BetClick, au niveau de la prise de notes, je pense que c'est assez facile et assez instinctif. Donc, je pense qu'il y a plusieurs points qui vont être ultra importants. Déjà,
passez du temps sur vos notes et vos tags hors table. Moi, par exemple, je les ai refaits la semaine dernière parce que je pense que c'est important et j'avais besoin de simplifier quelques points. Donc, je pense que c'est important de s'approprier tout ça. Au niveau des notes, souvent, je vois trop de personnes. Pour moi, c'est le leak numéro 1. In-game, marqué limp fold nana ou limp call all-in dame 2S 9 deep, etc. et marqué en gros tout le résumé de chaque coup et se retrouver avec des parchemins de notes. Déjà pour moi, quand on ouvre une note, il faut que tout apparaisse dans la première page. Si ça apparaît pas dans la première page et qu'on est obligé de dérouler, de descendre et qu'on a trop de tables, déjà c'est pas bon. Donc essayez de synthétiser au maximum. Ensuite, essayez de vous approprier vos notes. Moi j'ai des situations qui sont récurrentes où j'ai juste un mot et ce mot-là, il me sert. Dans toutes ces situations-là, j'ai juste un mot. Donc, quand la situation apparaît et que j'ai ce mot, je sais que je vais pouvoir me référer à ça. Et donc, le but du jeu, c'est d'essayer de condenser au maximum vos informations, ne serait-ce qu'en un mot ou une phrase, de façon à ce que quand vous ouvrez la note, poum, elle vous apparaisse et elle soit le plus claire possible. Donc, travaillez la prise de notes en essayant d'être le plus synthétique possible. Travaillez vos tags. Et je pense que plus c'est concis, plus c'est approprié à chacun. Des fois, je vois des notes, des prises de notes de joueurs, je comprends pas le trait trop mot. Et je pense que si certains joueurs voient mes notes, ils vont pas tout comprendre non plus. Mais en fait, c'est pas grave. Je pense que le but du jeu, c'est que vraiment ce soit propre à chacun. Et ouais, pour moi, c'est l'élément numéro 1 à prendre en compte, c'est y voir clair dans nos tags, dans nos couleurs, dans nos pastilles, et y voir très très clair dans nos notes et que ça apparaisse le plus vite possible. Question numéro 5. Hello, quelle va être la diff selon toi entre un joueur de 10-20 et un joueur de 50-100? C'est une bonne question. La role, déjà, premièrement, je pense que la role va être très importante. Donc un joueur de 50-100, logiquement, a une role qui va être bien plus importante, va pouvoir assumer beaucoup plus de choses, etc. Donc pour moi, déjà, c'est un élément qui est ultra important. Si on raisonne en termes du jeu global, donc que ce soit en termes de stratégie, que ce soit en termes de technique, etc., c'est assez dur à résumer. Je dirais que les joueurs de 10-20 vont être assez standards dans leur façon de jouer. Il va avoir des profils qui vont être très tight, trop tight. Il va avoir des profils aggro, potentiellement trop aggro. Mais potentiellement, il va avoir beaucoup de joueurs ABC, donc qui vont jouer des situations classiques, et il va avoir un peu les deux extrêmes, c'est-à-dire des joueurs qui vont être trop tight sur lesquels on va pouvoir taper, et des joueurs trop aggro qui vont être aussi facilement exploitables parce qu'en fait ils sont trop aggro. Donc en gros des personnes qui sont trop aggro, on peut un peu fermer les yeux, catch, et globalement, si la personne ne s'adapte pas, on va être souvent bon. Quand on monte un petit peu dans les étages, pour moi, il y a une diff entre la 10 et la 20 déjà. 5-10, puis 20, je pense qu'il y a déjà une petite diff. Il y a aussi une grosse diff, selon moi, entre la 50-100. Et il y a aussi une diff entre la 100-200. Mais potentiellement que la différence entre la 50-100 est potentiellement plus marquée à voir. Mais par exemple, si je prends 20-50 d'un côté et si je prends 100-200 de l'autre, je pense que ce qui va faire la différence, donc je décale un petit peu ta question, mais dans l'esprit, c'est ça. Ça va être la faculté à mettre les adversaires dans des situations pile ou face. Ce que j'appelle des situations pile ou face, c'est des situations où ils n'ont pas d'infos et ils vont devoir en gros prendre une décision sans savoir parce qu'on les a mis dans un spot difficile de par la texture qu'on a 3 barrels par exemple, de par le sizing qu'on a employé. C'est des situations qu'ils voient pas forcément tout le temps et du coup c'est des situations où ils ne savent pas. Et un joueur qui va être fort là-dedans va être globalement potentiellement aussi équilibré, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre ces situations aussi bien en value qu'en bluff et du coup c'est des adversaires qui vont être très durs à jouer. Donc peut-être que les joueurs en high stakes, ils vont mettre beaucoup plus dans l'inconfort tous les joueurs sur beaucoup de plays. Ils vont prendre beaucoup de place à table, on va les remarquer, le reg va avoir du mal à les jouer, il va s'approprier beaucoup de spots contre les joueurs récréatifs, il va mettre beaucoup de pression dans pas mal de situations, il va avoir conscience aussi des situations où il peut être agressif et d'autres situations, donc des configurations, il va devoir être beaucoup plus tight. Donc il y a pas mal de critères, mais selon moi, je pense que c'est le critère peut-être numéro 1, c'est, si on parle que in-game, c'est la capacité à mettre les autres joueurs dans l'inconfort en permanence. C'est ce qui me vient en tête en premier. Je suis pas sûr de moi en termes d'analyse là-dessus sur cette question. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à cette question, la question numéro 5, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que oui, effectivement, la role, la situation, puis la capacité in-game à mettre les gens dans l'inconfort, c'est ce qui me vient en premier. Est-ce que techniquement, il y a un monde, honnêtement, je pense pas qu'il y a un monde entre un grinder de 100 et un grinder de 20 en termes techniques. Je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'il y a des joueurs en 20 qui techniquement sont meilleurs que des joueurs de 100. C'est
c'est une évidence. Est-ce que ça va être la majorité? Bien évidemment non, mais je pense que personne n'est à la pointe en termes de technique pure de GTO, et je pense que, en tout cas sur le field du .fr, ça va se jouer dans d'autres facteurs. Question numéro 6. En pleine session, si je ressens des coups de malchance, des moments difficiles où rien ne rentre, les tirages, etc., d'autres coups bizarres, dois-je immédiatement stop la session, écrire nos sensations sur le moment, mental comme technique, effectuer un cooldown, s'auto-évaluer ou autres astuces? Je pense qu'encore une fois, c'est un peu bateau comme réponse, mais c'est propre à chacun. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un jeu qui va être très correct et qui va vite se dégrader en fonction des circonstances et du déroulement de la session. C'est-à-dire que si on commence à prendre 2 fois As-Roi contre 2 As et 2 fois 2-7 contre 2-8 ou Brelan contre Brelan au bout de la 4e main, il y a des joueurs qui peuvent très vite se retrouver dans une zone inconfortable et ils vont pas jouer correctement, en tout cas ils vont pas être dans le plein potentiel. Le premier point, c'est que déjà il faut en avoir conscience. Comment on arrive à voir si on est sorti un petit peu de notre A-game, entre guillemets, si on est sorti d'une bonne zone? Comment on identifie ça? Il y a plusieurs points qui vont être importants. Moi, personnellement, je sais que je vais jouer plus vite. Quand je commence à jouer plus vite, quand je commence à snapper quelques coups, etc., généralement, c'est le signe que ça va pas très bien dans ma session et qu'il vaudrait mieux stopper ou faire un break ou réduire éventuellement le nombre de taps pour retrouver le focus, etc. Donc, déjà, identifiez les points qui vous permettent de savoir que vous êtes plus dans votre session. Ça, déjà, c'est ultra important parce que, en gros, si vous le sentez pas trop, que vous êtes sorti de votre session, déjà, c'est difficile à identifier. Ensuite, si vous sentez que vous êtes plus dedans, effectivement, je pense que couper peut être un bon moyen. Il y en a qui vont couper pour la journée, on peut couper et reprendre dans 1 heure. Ça va dépendre également de notre état, comment on se sent. Écrire nos sensations sur le moment, mental comme technique, ça c'est plus quelque chose de mental, donc je vais pas forcément y répondre, mais potentiellement ça peut être une piste intéressante. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont tiltés par tout l'aspect pré-flop, l'aspect setup, etc. Et pour ces personnes-là, je pense qu'être en pool, ça peut être vraiment intéressant parce qu'on a juste à se focus après sur notre niveau in-game, notre CEV, etc. Et en gros, le pré-flop n'aura plus d'incidence parce que il va être lissé très très rapidement, etc. Donc, identifier un petit peu nos frictions, savoir pourquoi on sort de nos sessions, etc. Et essayer de justement apporter des solutions par rapport à ça. Donc, ça peut être le pool si par exemple on est tilté par toute la partie pré-flop, toute la partie injustice. Déjà, ça va être un point ultra important. Identifier quand on n'est plus dedans. Et ça arrive à tout le monde. Des fois, c'est quand on est fatigué. Des fois, c'est quand on a un adversaire à table qu'on n'a pas forcément envie de voir, qui nous tilte rapidement, etc. parce que son style de jeu nous va pas bien. Boum, on peut couper et reprendre. Je pense qu'il faut être vraiment flexible de ce côté-là et ne pas avoir peur de couper et de revenir, effectivement, plutôt que d'enchaîner et s'enterrer un petit peu. Donc, ouais, je dirais flexibilité de ce côté-là et essayer de se connaître un maximum et identifier un peu les petits facteurs qui font qu'on n'est plus dedans. Question numéro 7. Quel est le format le plus rentable selon toi? Le spin est de loin comparé, si on parle pure online, comparé au cash game et au MTT. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus en termes de variance, en termes de gains annuels, etc. Il va y avoir des formats un peu niche comme le cash game heads up ou la short track qui vont être potentiellement, suivant le spot, beaucoup plus rentables que les spins. Il y a des spots qui sont vraiment très cool. Donc je dirais HU short ou HU cash game et spin, voilà. Et je pense que derrière, c'est assez loin. Ou alors, il faut être vraiment dans le top. Je pense que les top crushers en MTT gagnent très très bien, mais un top crusher en spin gagnera plus. Et pareil pour le cash game, je pense que par rapport à la dose d'effort que ça demande le cash game pour sortir des années positives et pour sortir des grosses années, je pense qu'il faut être vraiment dans le haut du panier. En spin, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être un crack pour gagner confortablement sa vie. Donc, je dirais les spins et d'assez loin. Et short track, HU cash game. Question numéro 8. Quelle doit être la proportion de travail du jeu, visionnage de vidéos, apprendre les ranges, comparé au temps de grind? 1 heure de travail pour 4 heures de grind, sachant que je suis en micro-limite. Autre des idées là-dessus? J'ai l'impression qu'à chaque fois, je dis je suis pas la meilleure personne pour y répondre. Je pense que, encore une fois, c'est un peu bateau, mais ça dépend vraiment de chacun. Il y en a qui adorent travailler hors table et pas beaucoup jouer in-game. Il y en a qui adorent jouer in-game et pas travailler hors table. Par exemple, je suis plutôt team jouer plutôt que d'envoyer du hors table. Je connais beaucoup de personnes qui adorent travailler hors table et un peu moins jouer. Donc déjà, je pense que sans tomber dans la caricature, n'hésitez pas à faire ce que vous aimez. C'est-à-dire que si vous prenez du plaisir dans le hors table, bien sûr, il va falloir grind, mais bosser hors table. Si vous prenez du plaisir in-game et moins dans le hors table, ça sert à rien d'aller contre nature et essayer d'envoyer 10 heures par semaine de hors table, etc. Essayez de faire, entre guillemets, le minimum. Essayez de regarder les situations qui vous posent le plus de problèmes, etc. Mais je pense que ça sert à rien d'aller contre nature. C'est un peu le sentiment que j'ai. Je donne mon idée là-dessus, mais ouais. Là où il y a un point qui est plus important, donc là tu parles de 1 heure de travail pour 4 heures de grind, sachant que tu es en micro-limite. Pour moi, ça va dépendre beaucoup de où vous en êtes dans votre progression. Forcément qu'au début, on peut pas ne faire que jouer et ne pas
du tout regarder où en est notre progression, notre hors-table, etc. Je pense qu'en micro-limite, et même dans les premières limites, pas forcément que micro, c'est important de beaucoup jouer. C'est important de beaucoup jouer pour emmagasiner de l'expérience, monter notre bankroll et jouer. Moi, vraiment, c'est ce que je conseille. Tant que la roll, elle monte pas, c'est jouer. Et ne vous perdez pas trop dans le hors-table. Souvent, ce qu'on peut retrouver dans les 5 euros, 10 euros, 20 euros, c'est des personnes qui passent beaucoup de temps hors-table pour des situations qu'ils vont pas voir énormément. Souvent, c'est des spots un peu isolés et ils vont y passer en groupe, par exemple, 4 heures sur un spot qui va venir 2 fois dans la session. Pour moi, je pense que c'est un peu une perte de temps et que il y a mieux à faire. Donc, en micro-limite, pour moi, l'idéal, ce serait de beaucoup jouer, beaucoup emmagasiner d'expérience et essayer de travailler un petit peu hors-table sur les situations qui nous posent problème, les coups potentiellement où on perd le plus de V, etc. L'idéal, c'est d'avoir potentiellement un petit groupe de travail, etc. pour avoir du retour. Mais je dirais qu'il y a au moins 3/4 de grind. Donc, ouais, ça peut être cohérent. 4 heures pour 1 heure. Je suis en train de réfléchir. Ouais, moi je dirais même un peu plus, mais potentiellement ça peut être cohérent. J'irais plutôt sur du 5-6 heures. Je pense qu'il n'y a pas besoin de travailler hors table tous les jours, par exemple, en micro-limite, vraiment pas. Sauf si on est déjà capé dans notre progression en micro et qu'on a du mal à monter les stakes, etc. et qu'on plafonne déjà, par exemple, sur les 5 euros. Ok, bon, on va regarder un petit peu ce qui se pose problème, on va regarder nos pistes d'amélioration, etc. Si au début ça déroule et que c'est pas transcendant, mais il y a une progression, je pense qu'il faut continuer et enchaîner le plus possible sans forcément se brûler de hors table. Question numéro 9, avec PT4, comment bien travailler son jeu filtre par stack effectif, pré-flop, post-flop et surtout par quoi commencer lorsque nos connaissances théoriques pré-flop et post-flop sont proches de 0. Je pense que c'est la question la plus dure pour moi. Après, promis, j'arrête de dire ça, je répondrai aux autres, mais je suis pas forcément un expert de toutes ces situations avec le solver, etc. PT4 est assez instinctif et assez facile quand même. Donc, quand nos connaissances théoriques sont proches de 0, c'est problématique parce que on peut pas avoir un énorme retour sur notre jeu. C'est-à-dire que on voit qu'on a des lacunes, etc., mais si on n'arrive pas à les identifier et qu'on est tout seul, c'est problématique. Donc, plusieurs pistes. Déjà, le top du top, c'est d'avoir un petit groupe, un entourage poker. Ça peut être un groupe de travail, ça peut être un coach, ça peut être des amis qui jouent plus haut que nous, etc., mais qui peuvent nous guider, nous orienter sur nos premiers leaks. Si on a déjà des mini connaissances, même si tu dis que tu pars proche de 0, tu peux filtrer tes mains, regarder les situations un peu où tu perds le plus de V, regarder tes positions, regarder les positions qui vont pas. Tu peux prendre par exemple les 10 plus grosses mains post-flop perdu dans la session et essayer de regarder si tu pouvais faire autre chose, etc. Pour ceux qui ont GTO Wizard, essayez d'aller regarder quand on est contre règle si la situation a été bien jouée. Ça peut être quelque chose d'assez basique, mais rien que le fait de jouer et en fin de session ou le lendemain matin, par exemple, faire un petit cooldown et essayer de regarder les situations qui nous ont posé problème et les situations les plus gros pots perdus, déjà, c'est quelque chose qui déjà pour moi est suffisant. Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui travaille énormément hors table, mais si in-game j'ai un spot où je ne sais pas, si j'ai une situation qui me pose problème, je la screen, je la note, je la mets sur le côté et plus tard dans la journée ou dans la semaine, j'irai regarder toutes les situations qui me posent problème. Ça peut être un bon moyen de fonctionner. Moi, je fonctionne comme ça. Ça peut être un moyen de fonctionner. Donc, quand on part de 0, moi, je dirais que le groupe de travail, donc ça peut être rejoindre Spin Elite pour intégrer une structure avec des coachs et éventuellement se créer un petit groupe de travail à l'intérieur de SE. Ça peut être poster sur des chans, des forums pour essayer de trouver un groupe de travail. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années. J'avais un entourage poker très restreint. J'ai posté, je crois que c'était sur PMS à l'époque, pour trouver un groupe de travail en 20 € et j'ai trouvé 2 acolytes et ça a fait vraiment décoller ma carrière et je pense que je serais pas là 100% si j'avais pas eu cet entourage-là. Donc ouais, pour moi, l'entourage est primordial. Je vous conseille de vous entourer. Et par rapport à ta question, quand tu parlais de connaissances théoriques proches de 0, etc., c'est difficile d'avoir un retour sur ton jeu. Donc je pense que ça peut être déjà faire quelque chose de très basique, très simple sur PT4, regarder les situations qui te posent problème, review les spots perdus, etc. et essayer de s'entourer, d'avoir un groupe de travail. Je pense que c'est ce qui me vient en premier en tête. Question numéro 10. Je gagne de l'argent, mais pourtant ma courbe rouge est horrible, une vraie piste noire. Comment faire pour la travailler en évitant un excès d'agression non maîtrisé? Est-ce vraiment important en micro-limite? Jusqu'à quel buy-in selon les rooms cette courbe rouge devient-elle éventuellement non négligeable si elle est négligeable? Ok, ça c'est une question qui est intéressante. Plus j'avance au niveau de mon expérience, au niveau des élèves que je coach, etc., plus j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais plus j'ai l'impression qu'un redliner restera un redliner et qu'un blue liner restera un blue liner et que ce sera très très dur pour quelqu'un qui a une raid qui descend vers les enfers d'inverser la donne. Donc on peut essayer progressivement de la faire flat un peu plus, donc l'approcher proche de 0, mais
je pense que ça va être très très dur pour quelqu'un qui a un style de jeu de blue liner de switcher. Donc pour moi déjà, se focaliser sur la rouge et être obnubilé dessus, déjà je pense que ça peut être un frein au niveau de notre progression, ça peut être un frein au niveau des leaks qu'on va emmagasiner parce que souvent les gars qui ont une raid qui est dégueulasse, ils vont vouloir forcer des coups, ils vont vouloir over-agresser, etc. Et je pense que ça se fait naturellement. Si je prends mon cas personnel, moi j'ai une rouge qui monte vraiment énormément et une bleue qui est dégueulasse, je me dis pas tous les jours il faut que je fasse de la raid, il faut que je fasse de la raid. Non, ça se fait vraiment naturellement, c'est par rapport à mon style de jeu. Et il y en a d'autres chez qui ça va être l'inverse, ils vont avoir une très belle bleue et une rouge qui vont être dégueulasses. Forcément c'est très dur d'avoir les deux en même temps, c'est même impossible. Enfin je pense que c'est impossible. Mais déjà, est-ce que c'est vraiment important micro-limite jusqu'à quelle buy-in, etc. Je pense que c'est pas capital pour toutes les limites. Il y a des joueurs de high stakes qui ont une rouge qui descend et qui ont une belle bleue et le style de jeu va être cohérent. Je pense que les blue liners qui ont une raid qui descend basse, très bas, ils ont intérêt à être très au point techniquement par rapport à toutes les situations au niveau des sizing, etc. Les red liners, c'est un peu, pour moi la red line, c'est un peu la roue de secours. C'est la bouée de sauvetage quand ça se passe pas bien pendant les sessions, quand on fait pas de paire, quand tout va mal. C'est un peu la roue de secours pour s'en sortir et sortir des CEV corrects en étant agressif ou même sur-agressif dans pas mal de situations. Et techniquement, il n'y a pas besoin, je pense, d'être à la pointe au niveau technique pour sortir une belle raid. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Ensuite, ceux qui veulent changer absolument ça, je pense qu'ils vont souvent mal s'y prendre. Ils vont over-agresser des spots qu'ils doivent pas prendre, alors qu'il va avoir potentiellement des lacunes pré-flop. Ils vont pas suffisamment shove des mains, notamment peu deep, même contre Ecrea. Ils vont pas suffisamment 3-bet shove. Ils vont pas suffisamment mettre de pression pré-flop dans des situations. Ils vont pas suffisamment jouer pour les stacks post-flop, que ce soit en bluff ou en value. Ils vont souvent faire des sizes assez standards, intermédiaires, etc. Donc le hic pour les redliners, c'est que en value, souvent, ils vont pas se faire payer. Mais il y a tellement de situations, vu qu'ils vont miser cher, dans beaucoup de situations où ils vont pas se faire payer quand ils vont être en bluff, que ça compense. Mais c'est pour ça que la bleue est très très basse. Pour ceux qui savent pas, en gros, à chaque fois qu'on mise en value et qu'on est payé, la bleue augmente. Quand on mise en value ou en bluff et qu'on n'est pas payé, c'est la redline qui augmente. Donc c'est très très dur d'avoir les deux, mais plus je prends du recul là-dessus, plus je pense que, pas que ce soit une fatalité, mais ça se fera naturellement. Si la tendance doit s'inverser au fur et à mesure des années parce que le style de jeu évolue, ça se fera naturellement, mais souvent on pose le problème à l'envers et il y a tellement d'autres points à bosser avant que la redline, c'est une conséquence pour moi du style de jeu. C'est une conséquence de est-ce qu'on est vraiment à jour pré-flop, est-ce qu'on n'a pas des manquements pré-flop, est-ce que post-flop, au niveau des sizes, il n'y a pas des manquements, ou est-ce que c'est juste notre style de jeu. Donc ouais, je pense que, en tout cas en micro-limite, je pense vraiment pas que la redline soit importante, sachant qu'on va être vraiment orienté value globalement. Il va falloir vraiment miss aucun spot de value. Est-ce qu'on aura besoin de bluff de façon énormissime? Non. Donc je dirais qu'en micro-limite, c'est pas important. Et je dirais qu'au-dessus, c'est pas non plus capital, mais ça peut être une aide. Donc voilà ce que je pense de la question. Question numéro 11, qui est une question très longue. Concernant la prise de notes, je peux avoir du mal à être pertinent, prendre des infos in-game qui ne sont pas plus utiles que ça. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. J'aimerais savoir tout d'abord combien de profils vous définissez pour être suffisamment précis, mais que cela ne vous noie pas complètement. 3, 4, 10. Si vous avez quelques exemples de profils autres que passifs ou aggro, et quelques exemples qui vous permettent de les classer dans une catégorie. Est-ce que vous prenez du temps hors table pour réanalyser les profils avec les trackers pour confirmer des reads? Si vous avez une petite méthodo pertinente rapide. Ok, ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure par rapport à la prise de notes efficace. Donc je reviens en un mot là-dessus. Essayez au niveau de vos tags et de votre prise de notes de vous l'approprier, que ce soit le plus concis et le plus clair possible pour vous. Je vais dans quelques instants vous partager mes tags pour vous donner éventuellement une piste. Je les ai refaits il n'y a pas très longtemps. Et donc est-ce que vous prenez du temps hors table pour les analyser, etc. Je prends du temps hors table pour essayer de les refaire de temps en temps. Souvent, la situation fait que in-game, j'ai pas la pastille par rapport au play que je viens de jouer et c'est une situation qui est un peu récurrente. Et donc je le note, je screen par exemple la note et la main et j'y reviens plus tard pour essayer de trouver une nouvelle pastille, etc. Mais déjà, si vous avez 40 pastilles, c'est sûr que ça va être difficile. Donc, je pense que c'est des situations récurrentes que vous notez et qui peuvent être importantes à noter. Au niveau du nombre, je pense que ça dépend un peu de chacun. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai mis. Bon, j'ai une pastille reg, mais sans info, donc c'est juste une pastille. Et après, j'ai 6 catégories avec les deux côtés. Donc, j'ai aggro pré-flop et aggro post-flop. Même couleur, mais 2 signes différents. Donc, j'ai les aggro pré et j'ai les aggro post-flop. Les CS pré-flop et les CS post-flop. Les dégènes pré-flop, où on va vraiment aller dans les excès, et les dégènes post-flop, c'est-à-dire que les gens qui peuvent jeter des stacks, etc. Les protégés pré-flop
et les protéger post-flop. Donc autant les 3 premiers étaient clairs, autant le 4e peut-être que ça va être moins clair. Toutes les situations où pré-flop, la personne est protégée avec du limp call, etc. Et les protéger post-flop, ça peut être par exemple des joueurs récréatifs qui vont checker des top pairs au flop, qui vont checker 2 fois, qui vont mettre pas mal de trappes, etc. Donc ça, c'est pour moi une catégorie qui est importante également. Ensuite, celle-là, je vais pas en parler parce qu'elle est un peu trop personnelle. Et la dernière, ça va être les tight passifs pré-flop, donc beaucoup de limp call, de limp fold, beaucoup de situations où pré-flop, ils vont être très passifs, ils vont avoir du limp fold, notamment jusqu'à 4 deep, etc. Et les tight passifs post-flop, donc les gens qui vont jouer leurs cartes et qui globalement vont être assez passifs et tight. Quand on a cette note et que c'est assez récurrent, on peut sortir quand même des gros folds dans certaines situations. Donc 5-6 situations comme ça, j'essaie toujours de différencier le pré-flop et le post-flop, même si on pourrait éventuellement regrouper en une grosse pastille, mais voilà, globalement, je prends une couleur et 2 signes différents. Par exemple, le vert agro pré, agro post, le jaune CS pré, etc., etc. Donc ça fait 6 catégories, ça fait 12 pastilles plus la pastille règle, mais on va dire que ça fait 6 catégories et 12 pastilles avec 6 couleurs. Donc 6 couleurs au total. Globalement, moi je m'y retrouve bien. Il y en a qui vont avoir beaucoup plus de pastilles, qui vont être beaucoup plus méticuleux et qui vont détailler beaucoup plus. Je pense que ça dépend de chacun. Il faut pas non plus que ce soit la noyade et qu'il y ait trop de pastilles, mais si la personne s'y retrouve bien, je pense qu'il y a pas de souci, parce qu'on prend du temps hors table. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. J'essaierai de détailler un peu plus. Question numéro 12. Hello, faut-il battle ou revenir plus tard? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que ça dépend vraiment et d'une de la limite et de 2 des objectifs. Si par exemple, j'en parlais un petit peu au début d'avoir 2 limites. Si par exemple, notre objectif numéro 1, c'est de faire de l'oseille, ça sert à rien de battle outre mesure. Je pense si par exemple, on est installé en 20 € et qu'on a envie de continuer à monter notre bankroll, etc., etc. Si des fois, à certains horaires, c'est full battle, je pense que ça peut faire sens d'aller en 10, notamment parce que si on est installé sur la 20, quand on va aller sur la 10, normalement, on est censé un peu dessouder tout le monde et avoir un edge quand même assez grand sur tout le monde. Donc déjà, ça c'est un premier point. On va pouvoir ouvrir aussi plus de tables, ça c'est un deuxième point. Donc, est-ce qu'on est obligé de battle? Non, on n'est vraiment pas obligé de battle. On peut être assez flexible sur 2 limites. Et si on est flexible un peu au niveau des horaires, écoutez, il n'y a pas besoin d'avoir un ego surdimensionné. On peut choisir un petit peu nos horaires et nos limites. Là où ça se complique un petit peu, c'est au niveau des limites plus hautes. Je dirais de la 100, peut-être de la 50, 100, 200. Au niveau de la battle, c'est à quel point on a envie d'impacter le lobby quand on est sur le lobby. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'on arrive et qu'il y a 2 règles qui arrivent et qu'on part, on va pas pouvoir impacter du tout le lobby. Au niveau du nombre de tables aussi qu'on va ouvrir, si on en ouvre que 4, 5, 6, on va pas pouvoir non plus faire vraiment mal aux règles, parce que si les règles sont là pendant qu'on est là et qu'on ouvre par exemple 6 tables et qu'il y en a 13 qui tournent, toutes les autres tables, elles vont être pour l'autre règle ou les autres règles. Donc l'autre règle, si par exemple on est 2, va avoir beaucoup de tables avec que des récréatifs. Et s'il y a 3 règles sur le lobby, nous, avec 4, 5, 6 tables, on va jouer tout le temps full règle. Et les 2 autres vont avoir nos tables full règle, mais ils vont avoir quand même des récrés à côté. Donc déjà, à quel point on impacte la limite qu'on joue. Au niveau de la battle, je pense que ça dépend aussi également de nos horaires. Est-ce qu'on est flexible au niveau de nos horaires? Je m'explique. Si par exemple on peut grinder que le matin de 9h à midi par exemple, ni l'après-midi ni le soir, ou si on peut grinder que l'après-midi mais pas le soir parce qu'on a une vie de famille, etc., je pense qu'on va être obligé entre guillemets de battle pour se faire sa place. Et ça veut dire que si par exemple de 14h à 18h on est là, mais on est là tous les jours sur un certain nombre de tables, les mecs ils vont nous voir 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours, en fait ils vont savoir qu'on va pas bouger. Donc progressivement, ce créneau horaire là va devenir de plus en plus facile, sauf si on se fait défoncer par les règles, mais va devenir de plus en plus facile pour nous et va nous dégager des créneaux horaires qui vont être beaucoup plus cool. Donc pour moi, ça dépend vraiment de ces facteurs-là et rien d'autre. Question numéro 13. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes sur les prises de notes que tu as pu voir chez les joueurs que tu coaches par exemple? Quelles sont les pires à éviter? On rejoint un petit peu les 2 questions sur les prises de notes. Les erreurs les plus fréquentes que j'ai pu voir, c'est les notes papyrus, c'est-à-dire énormément de notes détaillées, etc. Si je prends par exemple BetClick, une note qui rentre pas dans la case BetClick, pour moi c'est pas bon, c'est qu'il y en a trop, surtout si on a beaucoup de tables. Donc l'erreur numéro 1 que je verrais, c'est que ce soit pas assez concis, que ce soit pas assez clair pour nous et que on se perde en gros dans les analyses. Ça peut être également un bon travail pour vous, c'est-à-dire que si vous avez une note sur un joueur récréatif par exemple que vous jouez tout le temps ou un rec que vous jouez tout le temps et que vous êtes obligé de descendre, prenez 10 minutes in-game, hors table pour essayer d'enlever 2 lignes pour que tout rentre dans la case. Donc vous essayez de synthétiser au max et souvent vous verrez quand même qu'il y a 2 lignes ou 3 lignes qu'on peut regrouper en une note ou deux lignes qui se ressemblent. Donc de synthétiser au maximum et d'être le plus concis possible. Et pour moi, ce qui est ultra important dans la prise de notes, c'est qu'il
qu'il faut noter. Je fonctionne comme ça en tout cas. Je note les situations que j'appelle tape à l'œil. C'est-à-dire que si je vois une situation qui me tape à l'œil, que ce soit en termes de règles ou de jeux récréatifs, une situation qui est marquante et qui est potentiellement récurrente, je la note. Donc en gros, ce qui attire mon œil, je le note, même si ça peut paraître pas ultra important, mais je sais que je vais en tirer profit plus tard. Donc ouais, je dirais ce facteur-là. Et dernier point, ça j'en ai parlé surtout avec mes élèves, mais quand vous prenez une note, notamment contre joueurs récréatifs, n'oubliez pas qu'il y a toujours les deux penchants, je sais pas comment on dit, mais les deux côtés de la note. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous avez un joueur récréatif en heads-up contre vous, je pense à ça parce que c'est une situation que j'ai vue avec un élève cette semaine. Si vous avez un joueur récréatif qui a roi 4 et sur valet 8-7, par exemple, il pote en polimp 2 dans 2, vous payez un valet, etc. Check, river, roi, bref, il fait top pair, vous perdez le coup. Mais vous voyez qu'en gros, il a pote au flop des R. C'est une note qui est ultra importante. Pourquoi? Parce que vous avez les deux côtés. Le premier côté, c'est que il a du pot avec des R, mais l'autre côté, c'est que quand il va check ou quand il va faire du small, potentiellement, il va être très souvent en value, ou il va avoir en tout cas, il va falloir être très vigilant dans ces situations-là. Parce que s'il check back des situations alors qu'il a pot des R, souvent, c'est que quand il va check back, il va avoir ou des bonnes mains ou de la showdown, etc. Donc, tout le temps, quand vous avez un côté de la note, pensez que de l'autre côté, souvent, c'est également le cas. Donc, c'est ultra important. Question 14. Est-ce que il est vraiment possible de faire du 6-8 tabling et d'arriver à bien personnaliser notre jeu pour chaque adversaire au risque d'avoir un jeu qui manque d'adaptation au vu du nombre d'informations à prendre et de la vitesse de décision sur chaque table? Je pense que c'est un entraînement et que tout le monde peut progresser. Comme je disais sur une autre vidéo, j'ai commencé en 2 tablings pendant des mois et quelques années. Et aujourd'hui, je joue 9 tables de façon assez, j'allais dire tranquille. Non, c'est pas tranquille, mais je joue 9 tables correctement. Alors que j'ai vraiment peu de dispositions, je pense, pour le multi-tabling. Donc vraiment, c'est une question d'habitude, d'habituer son cerveau à tout ça, de s'entraîner progressivement, mais de monter progressivement, de se challenger de ce côté-là. Et je pense que 6-8 tables et de personnaliser notre jeu, c'est tout à fait possible. Notre cerveau, j'ai l'impression qu'il est quand même bien fait. Par exemple, si j'ai une situation avec 8 tables et que j'ai 2 heads-up contre joueurs récréatifs et que j'ai 6 autres games, etc., mon cerveau va retenir les informations. Contre le récréatif numéro 1, il s'est passé ça. Contre le récréatif numéro 2, il s'est passé ça. Et je vais jouer après un peu standard sur les autres tables. Mais l'attention va être quand même portée, déjà souvent sur les heads-up, mais va être porté sur les situations où on a le plus d'infos. Si on a beaucoup d'infos sur un ou deux heads-up et qu'on n'a pas grand-chose sur le reste, notre cerveau il va être quand même focalisé là-dessus. Donc je pense que c'est vraiment possible de personnaliser notre jeu, notamment contre récréatif sur chaque HU. Forcément qu'on va perdre un petit peu d'adaptation, forcément qu'on va perdre un petit peu d'EV sur les tables, mais encore une fois, ça se calcule. Si vous avez un EV sur 8 tables qui reste correct par rapport à votre 5 tabling, il faut jouer 8 tables, c'est une évidence. Donc tout se calcule, comme je vous ai dit, vous pouvez le calculer vraiment facilement. Il faut accepter d'avoir un petit peu de déchets, de perdre un petit peu ce qui fait notre force, mais je pense que c'est un peu un leurre. Il y a beaucoup de joueurs qui partent du principe que leur force, c'est le jeu contre récréatif ou c'est l'exploit. Souvent, on entend beaucoup, c'est l'exploit. T'es fort dans quoi? Dans l'exploit. Et du coup, ces joueurs-là, ils jouent 2 tables, 3 tables, 4 tables en se disant que s'ils jouent beaucoup de tables, ils peuvent perdre un peu cet exploit. Je pense que c'est un mythe et qu'on peut tout à fait garder ça en jouant beaucoup de tables, si on accepte que forcément ça va baisser un tout petit peu en termes de niveau. Avant-dernière question, est-ce qu'il est possible d'avoir le même niveau, même CEV sur 3 tables et 6 tables? Elle va être très rapide la question, la réponse est non. Forcément, on va avoir un EV qui va être supérieur sur 3 tables par rapport aux 6 tables, plus d'attention sur chaque spot sur 3 tables, plus d'exploit, on en parlait juste avant, plus de focus tout simplement sur tous les spots. Maintenant, si on n'a pas un écart qui est démentiel en termes de CEV entre le 3 et le 6, forcément que le taux horaire sera beaucoup plus intéressant sur 6 tables. Donc ça se calcule encore assez aisément, mais je prends un exemple tout bête. Si par exemple vous gagnez 1 euro la game sur 3 tables, ça vous fait 3 euros le slot, et si sur 6 tables ça chute, mais que vous gagnez par exemple 80 centimes la game, forcément vous allez gagner plus d'argent en termes de taux horaire sur 6 tables, même si à la game vous allez gagner moins d'argent, mais vu que vous allez jouer 2 fois plus de tables, forcément, même si vous gagnez que 60 centimes par game sur 6 tables au lieu d'1 euro la game sur 3 tables, forcément c'est un no-brain de jouer 6 tables. Donc pour être un peu plus complet sur cette question, je vous encourage vraiment, surtout quand vous êtes installé sur votre nombre de tables, de vous challenger, d'essayer de jouer un peu plus de tables. Il y en a beaucoup qui jouent avec une série à côté, avec de la musique à fond, etc. et qui en gros sur leurs limites sont installés mais sont pas concentrés. Je pense que vraiment il n'y a pas pire en termes de frein pour une progression, donc toujours se challenger. Si on n'arrive pas dans notre session avec un minimum de mini-stress ou de challenge ou d'excitation, ou si on n'a pas suffisamment de problèmes dans une session, c'est qu'on n'est pas notre place et qu'on se challenge pas suffisamment, donc il y a quelque chose qui va pas. Et dernière question, j'ai hésité à la garder celle-là, mais c'est vrai qu'elle tombe en plus en dernière. Pourquoi rejoindre Spin Elite? Pour être le plus transparent possible, je pense qu'il y a
plein de profils pour lesquels ça va être très bien Spin Elite et d'autres profils pour lesquels ce ne sera pas forcément indispensable. Je pense que ça peut être vraiment bien pour les premières limites, pour monter en compétences, être entouré par des coachs, avoir son coach personnel, avoir des coachings de groupe, avoir accès à toutes les ranges, avoir accès à toutes les vidéos, emmagasiner un maximum de contenu, emmagasiner un maximum de progression, avoir également le stacking avec la bankroll disponible. C'est un frein pour beaucoup de personnes au niveau mental de jouer avec leur bankroll, de pas suffisamment assumer les downswings, etc. Donc Spin Elite là-dessus peut être vraiment très bon tremplin et même à tous les étages une très bonne façon de procéder. Ceux qui ont une grosse bankroll, qui sont autonomes et qui ont un gros entourage poker, c'est pas forcément le plus optimal. Il faut être transparent aussi. Il n'y a pas que Spin Elite dans la vie, il y a d'autres situations qui vont être très cool aussi. Donc ça sert à rien de dire il faut que tout le monde rejoigne Spin Elite, c'est pas vrai. Mais je pense que pour pas mal de personnes, ça peut être très bien. Pour les limites, justement, les premières limites, pour en gros bâtir des bases qui vont être solides. Également dans les étages qui vont être beaucoup plus hauts, quand on a envie de se perfectionner techniquement et qu'on veut avoir tel coach ou qu'on veut pouvoir jouer telle partie, etc. Et qu'on a un petit peu peur en termes de rôle. Si par exemple, on joue la 50 et qu'au niveau du CEV, ça va à chaque fois pour jouer au-dessus, mais qu'on a un peu peur, qu'on a des frictions, etc. Ça peut être aussi un bon moyen pour justement accéder à ces games si le niveau est là. Donc, je pense que chaque cas, encore une fois, est unique. Il n'y a pas de spot indécent. Je pense qu'il y a plein de situations qui sont cool. Spin Elite fait partie d'une situation, je pense, très cool pour beaucoup de personnes en fonction des paramètres qu'on a évoqués juste avant. Mais il y a plein d'autres spots qui sont cool. Donc, ouais, je dirais que c'est encore une fois du cas par cas. Essayez d'identifier au max vos problématiques. Au niveau de la bankroll, vous avez des frictions ou non. Est-ce qu'au niveau de votre entourage, vous vous sentez un peu esselé ou est-ce qu'au niveau de l'entourage, c'est très bien? Est-ce que vous êtes entouré par des joueurs qui jouent plus haut que vous? Est-ce que vous êtes bien conseillé? Est-ce que vous êtes coaché? Dans tous les cas, que ce soit chez Spin Elite ou ailleurs, je pense que le coaching, notamment au cours de votre progression, il va être indispensable. C'est juste un accélérateur de temps. C'est juste un accélérateur de plein de choses. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de coach, je vous encourage à en prendre un. Que ce soit chez Spin Elite ou ailleurs, c'est vraiment, selon moi, indispensable. Mais ouais, comme je vous disais, il n'y a pas de situation idéale, selon moi. Et ça va dépendre vraiment du cas par cas. C'est la fin de ce petit question-réponse. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, on pourrait s'en refaire un à l'occasion. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des spots ou des questions sur lesquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas. S'il y a des questions qui ont mal été traitées ou incomplètes, si vous avez des questions dans les questions, si par exemple la question numéro 6, vous avez une question là-dedans, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Sinon, écoutez, à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao!